Le président de l'IDAF 06 souhaitait créer un événement autour de nos associations familiales adhérentes. Le dénominateur commun entre nos associations étant la famille, c'est ainsi qu'est né Esprit de famille. Un groupe de travail s'est construit et je tiens à remercier dès maintenant les participants représentants des associations, les AFC, Famille Rurale, la DAPI, la DMR et APF France Handicap qui pendant de longs mois ont imaginé cet événement avec moi. J'appelle dès maintenant Monsieur Dominique Laporte, président de l'UDAF 06. Bonjour à toutes et à tous. Je suis lucide. Je sais que ce n'est pas pour écouter le président de l'UDAF que vous êtes venu, mais parce que nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Ben Soussan, que je remercie vraiment très chaleureusement pour avoir accepté notre invitation. Je serai donc bref, je crois que j'ai 3 minutes. Simplement pour vous rappeler que l'Union nationale des associations familiales et les unions départementales des associations familiales ont été créées en mars 1945, par ordonnance du gouvernement provisoire de la République française, qui était dirigé par le général de Gaulle, et qui a pour objet d'assurer la représentation des familles et la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. UNAF et UDAF sont donc les interlocuteurs officiels des pouvoirs publics pour parler au nom des familles. L'Union nationale des associations familiales est forte de 6000 associations familiales. C'est dire qu'elle a une légitimité à défendre les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics et du gouvernement. L'UDAF des Alpes-Maritimes compte à ce jour 43 associations qui représentent pour le département un peu plus de 3000 familles. L'UNAF défend les intérêts des familles, notamment grâce à plus de 60 représentants bénévoles qui siègent dans de multiples organismes, les hôpitaux et les cliniques, les EHPAD, les CCAS, dans le logement social, Côte d'Azur Habitat par exemple, ainsi qu'au conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au conseil d'administration de la Caisse des allocations familiales. Alors que l'on trouve notre société de plus en plus individualiste, ce qui n'est pas tout à fait faux, je dis pour les familles, je dis merci à ces bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour défendre les intérêts des familles. L'UDAF 06, c'est aussi plus de 60 salariés professionnels qui sont sur le terrain chaque jour pour accompagner les familles, essentiellement dans le domaine de la protection des majeurs, ce qu'on appelle les tutelles, l'aide à la gestion budgétaire, le soutien à la parentalité, médiation familiale, espace rencontre et le logement social accompagné. C'est dans le cadre de cet accompagnement que j'ai souhaité organiser cet événement. Je remercie les membres de nos associations qui ont travaillé sur ce projet avec notre chargée de communication, Cécile Baeza, qui est là, et qui a donné beaucoup de son temps au cours de ces derniers mois. Merci à nos partenaires, je veux les citer, la DMR, la DAPI, les AFC, APF France Handicap, Famille Rurale et bien sûr la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes qui nous a apporté son support. Je tiens à remercier Madame Lazare qui représente Monsieur le maire de Nice et qui participera à la série des témoignages, mais là dans le cadre de son activité professionnelle. À toutes, à tous, merci et très bon après-midi. Alors je vais inviter maintenant le docteur Patrick Ben Soussan à me rejoindre. Alors, pour information, donc cet événement est construit autour de 3 thématiques. Nous allons parler de parentalité et d'éducation positive,
de vivre ensemble et de temps partagé, et également de naître différents. Il y aura pour chaque thématique des témoignages de professionnels, parents et bénévoles. Et puis nous avons également prévu des temps d'échange avec vous. Donc n'hésitez pas, quand ce sera le moment, si vous voulez avoir la parole, on vous fera passer un micro afin que vous puissiez échanger et poser vos questions. Voilà, donc Dr Patrick Bensoussan, merci d'être là. Donc vous avez exercé pendant plus de 20 ans à l'Institut Paoli-Calvet de Marseille, qui est un centre régional de lutte contre le cancer à Marseille, et vous étiez donc responsable du département de psychologie clinique. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres et la culture. Et je voulais signaler que cet événement avait été construit plus particulièrement autour de 5 ouvrages: Naître différent, de l'art d'élever des enfants imparfaits, Vivre ensemble dans le monde d'après, Parentalité positive et Les livres et les enfants d'abord. J'ai pu observer dans différents vos écrits vos propres observations du changement de la place de l'enfant au sein de la famille. Et ma première question serait, à votre avis, pourquoi y a-t-il eu ce changement? Bonjour. Bonjour et merci à l'IDAF pour cette invitation et pour votre accueil. C'est une question très vaste pour commencer. Pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? D'abord parce qu'il y a une histoire qui s'est déroulée bien avant nous et que nous avons mis nos pas dans des pas qui étaient déjà tracés, et que le monde a particulièrement changé, mais surtout en très peu de temps, quoi, on va dire 1-2 générations au plus. Les différences sont notables entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. Et du coup, tout autant entre les parents et les familles d'hier et celles d'aujourd'hui. Pour rappel, aujourd'hui, nous vivons jusque 80 piges, ou à peu près. Il y a 100 ans, 200 ans, ouais, au XVIIIe siècle, la moyenne, l'espérance de vie, c'était 42 ans. C'est-à-dire que les personnes se connaissaient, se mariaient, parce que le mariage était une institution, la plupart du temps avant leur 20e anniversaire. Et puis, aujourd'hui, vous savez à quel âge on a son premier enfant ? Ouais, un peu plus de 30 ans. Donc ça aussi, c'est une révolution incroyable, parce que c'était jamais à cet âge-là que les enfants naissaient pour la première fois. Et puis, très souvent, 50% au XVIIIe siècle, des femmes mouraient en couche. Ça s'appelait les fièvres puerpérales. Les enfants qui arrivaient à vivre et à survivre dans leurs 3 premières années de vie étaient rarissimes, 1 sur 2. Donc vous voyez que pendant des années et des années, l'idée même de l'enfance et la réalité de ce qui faisait famille, c'était particulièrement compliqué. C'était pas du tout établi. Aujourd'hui, on le disait, on vit jusqu'à 80 ans. On se retrouve à plusieurs générations dans l'histoire. Vous avez des enfants qui naissent aujourd'hui, qui auront des parents, qui auront des grands-parents et qui auront des arrière-grands-parents. Ce qui est une transformation totalement anthropologique. Ça n'existait pas dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ces dernières années. D'habitude, on ne connaissait pas la génération d'après. Les enfants naissaient, on les accompagnait, en gros, pendant leurs 10 ou 20 premières années de vie, et puis on mourait. Et aujourd'hui, on continue, et on a 40 ans, 50 ans, et nos enfants ont 40 ans, 50 ans, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a complètement changé la réalité de ce qui s'appelle être famille. Mais il y a encore plus que ça. Il y a le fait qu'on est dans une grande crise de la natalité aujourd'hui. On a de moins en moins d'enfants. En tout cas, dans nos pays, qu'on dit occidentaux, développés, riches, on a quoi? Vous savez combien on a d'enfants par famille? 2, 3. Ouais,
Vous avez vu comment les démographes analysent les choses, hein. Ils arrivent à mettre des virgules d'enfants, quoi. On n'arrive pas à 2 enfants par famille, on est à 1,90 ou des choses comme ça, quoi. Donc très peu d'enfants. Vous savez que les familles des siècles précédents, ben, assez facilement, parce qu'il n'y avait pas ce qui aujourd'hui est autour de la contraception, on se retrouvait quoi, 5, 6, 7 enfants, c'était quelque chose qui était habituel et anodin. Ce qui veut dire que quand on a 5, 6, 7 enfants, on peut en rater un. Parce que les autres sont là pour rattraper. Mais quand on n'en a qu'un, quand autour de nous on a des tas de regards sociétaux développés, regardez, ça s'appelle les réseaux sociaux, on n'a plus le droit de rien rater du tout. Donc il y a un poids qui pèse sur la réalité parentale aujourd'hui qui est totalement incroyable. C'est-à-dire que nos enfants, nous avons grandement intérêt à les réussir. Parce que sinon, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, on vous apprend, hein, et ça c'est la parentalité positive qui le développe beaucoup, hein, on vous apprend que ben, si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute, quoi. C'est-à-dire que vous vous êtes raté, que vous n'avez pas suivi les bons cours ou les bons ateliers, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Et on ne prend pas du tout en compte la réalité de ce fait que vous êtes né à un moment donné, dans une histoire donnée, dans un quartier donné, d'une famille particulière, que vous êtes d'une culture, d'une religion, que vous avez aussi des tas d'autres éléments qui viennent impacter sur le réel de vos vies, et que tout seul, c'est difficile d'être parent. Et qu'on a besoin, pour élever un enfant, d'avoir autour de soi, voyons, il y a un proverbe africain qui dit que on a besoin de tout un village pour élever un enfant. Et aujourd'hui, on est inscrit dans tellement de choses très individualisées, recentrées sur soi-même, que cette idée même-là, de pouvoir partager les choses, comment on dit, vivre ensemble, du commun, c'est compliqué. Donc vous voyez, il y a toutes ces données-là qui viennent radicalement transformer la façon d'être parent aujourd'hui. Et donc on peut aussi aller sur, encore un peu plus sur le terrain de la parentalité positive, avec notre société de consommation, où on est aussi un peu dans le culte de la performance, et où cette éducation, on doit être performant aussi voilà, en tant que parent. Ça nous donne, donc, vous disiez, donc, beaucoup de pression et aux parents et aux enfants. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui sur cette parentalité positive il y a beaucoup d'ateliers parentalité. Hein. Nous, à l'UDAF, hein, on organise cette année des cercles de parents. On est très attentifs. Et vous disiez de façon assez amusante, il faut quelques années pour élever un enfant, il faut une demi-décennie pour élever un parent. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux parents qui aujourd'hui se sentent inquiets d'être dans de vouloir réussir leur vie professionnelle, réussir à être de bons parents. Comment on sait qu'on est un bon parent? Tiens, voilà. Ben, il faut faire le deuil de cette assurance-là. On n'est jamais un bon parent. Ça marche jamais. Hein. Vous savez, il y avait un vieux monsieur qui était un peu obsédé par le sexe, hein, qui s'appelait Sigmund Freud. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et celui qui, paraît-il, a inventé la psychanalyse, qui était très branché sur l'inconscient et des choses comme ça. Il y a une anecdote qui raconte qu'un jour, à la fin d'une conférence, il y a une dame qui vient le voir et qui dit professeur, dites-moi comment faire pour bien faire avec mon enfant. Et le père Freud a une réponse là, tout à fait rédhibitoire et péremptoire. Il dit mais madame, faites, de toute façon ça sera mal. Et alors, l'explication qu'on a donnée de ces petites phrases, en tout cas, elle est très loin du réel de ce qu'a voulu transmettre le père Freud. D'abord, il a dit deux choses. Hein. Il propose souvent des choses comme ça, qui se balancent l'une et l'autre. Hein. Il dit d'abord, faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que l'exercice de la parentalité, c'est un exercice.
Ça veut dire que ça s'expérimente. Que c'est pas un truc comme ça qu'on peut apprendre de façon théorique. C'est que quand on a les mains dans le cambouis de la parentalité, qu'on peut en dire quelque chose. On peut s'imaginer des tas de trucs avant d'être parent. Hein. Moi, le jour où je ferai ceci, je ferai cela, et puis un jour on est parent, et puis c'est plus du tout la même chose. Donc la vérité de ce, entre guillemets, métier, puisqu'on dit aussi que ça peut être un métier, eh bien, ça s'acquiert dans la pratique au quotidien de cette réalité d'être parent. Et donc, il dit quoi? Il dit, le Père Freud, il dit, ben faites. Ça veut dire que il faut faire des choses quand on est parent. Il faut être actif, il faut y aller. Il faut s'autoriser à avoir cette pratique-là. Donc c'est une façon d'autoriser l'autre à être actif. Vous savez, il y a un mensuel qui s'appelle Astrapi, qui est un mensuel pour les enfants de 8 à 11 ans, qui a fait un sondage à un moment donné. Et dans le sondage, on disait aux enfants donc de 8 à 11 ans, qu'est-ce qui est important pour toi avec tes parents? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Alors, si on demande à des enfants de 8 à 11 ans, qu'est-ce qui est important pour toi avec tes parents? Jouer ensemble. Quoi? L'amour, la tendresse. Ah. Quoi d'autre? Le temps passé. Oui, c'est ça ce qu'ils disent les enfants. Ils disent passer du temps avec nos parents. Mais les enfants, ils sont très freudiens. Ils ont aussi toujours un deuxième bout de phrase. C'est pas, ils disent passer du temps avec nos parents, virgule, et il y a encore un bout de phrase là. Ça serait quoi le bout de phrase? Comment? Qu'ils me laissent tranquille. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Qu'ils jouent avec nous. Passer du temps avec nos parents, virgule, à faire quelque chose avec eux. Donc c'est pas juste passer du temps comme ça, hein. C'est avoir ensemble une pratique commune, une activité commune. Et essayez de vous souvenir de vos années d'enfance et de jeunesse, vous allez voir, hein, vous avez tous des souvenirs de ce que vous avez fait avec quelqu'un. Et en fait, cette personne-là, elle vous revient à la tête parce que vous avez fait ceci. Vous avez fait des gâteaux, vous êtes allé à la pêche, vous avez découvert les livres ou la nature avec telle personne à tel moment, et c'est toujours en lien direct. Il y a toujours le lien entre une personne et ce que vous avez fait avec cette personne. Donc il dit ça après, il commence comme ça, il dit faites, faites. Hein, donc c'est important de faire des choses avec ses enfants. Et puis, le reste de la phrase. Mais de toute façon, ça sera toujours mal. Mais ça sera toujours mal, c'est pas de toute façon, vous serez mauvaise, enfin, vous ferez mal le job, c'est pas ça. Hein. C'est juste pour signifier ce qu'on appelle l'ingratitude infantile. C'est-à-dire que de toute façon, les enfants ne seront jamais satisfaits de ce que vous aurez fait. On n'en fait pas assez. Ou trop, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça ne vient jamais compléter l'attente des enfants. Et vous verrez que les enfants, que vous les ayez petits ou plus grands, à un moment ou à un autre, vous reprocheront que vous avez fait, mal fait, pas au bon moment, enfin, etc., etc. Et donc, ce que pointait Freud, c'est cette idée-là que, mais malgré tous les efforts que vous pourriez faire, de toute façon, ça ne sera pas ça. Donc, ne vous prenez pas le chou, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça, parce que, en face de vous, de toute façon, vous aurez toujours une insatisfaction. Vous savez, en Suède, il y a quelques années de ça, ils ont mis en avant la possibilité légale de divorcer de ses parents. Et donc, il s'était dit, ben, pourquoi est-ce que ça concerne que les adultes, les divorces, et pourquoi est-ce que les enfants n'auraient pas la possibilité de dire, ah non, moi, ces parents-là, c'est bon, ils me prennent la tête, j'arrête, quoi. Je veux en changer. Le rêve de nombre d'enfants sur la Terre. Hein. Enfin, et inversement aussi, hein, le rêve de nombre de parents. Hein. Vous savez, régulièrement, vous allez, je sais pas quoi, à l'anniversaire d'un petit enfant qui est ami du vôtre, vous amenez pour la première fois votre tout petit, vous êtes tout inquiet parce que vous vous dites comment ça va se passer, est-ce qu'il va être cool, est-ce que ça va bien se passer et tout, et vous êtes inquiet parce qu'à la maison c'est un peu le chenapan le plus total, quoi.
et vous l'amenez là-bas, vous le déposez, vous passez l'après-midi à être inquiète, à être sur votre téléphone portable, assuré qu'on va vous appeler pour vous dire « Oh, et revenez vite le chercher parce que c'est plus possible ». Et en fait, quand vous revenez chercher votre petit, la porte s'ouvre avec une tête, avec une banane énorme et joviale qui vous dit « Mais cet enfant est totalement merveilleux, il a été vraiment incroyablement agréable et adorable, il a été poli, il a mangé tout, il a participé, mais vraiment, nous, on le garderait. » Et il y a une petite part de vous qui, à cet instant-là, pense « Mais gardez-le !» Parce que peut-être qu'il n'est pas exactement comme ça à la maison, hein. Et que moi je voudrais bien retrouver celui que vous décrivez là. Et alors quand vous êtes sur le chemin du retour, vous êtes là à imaginer peut-être que c'est celui-là que je ramène, celui qui est merveilleux, agréable, souriant, poli. Et très rapidement dans la voiture, en quelques kilomètres, hein, il vous fait comprendre que non, c'est toujours le même qui est là, quoi. Donc il y a aussi cette assurance-là que dans les liens entre les parents et les enfants, eh bien, les parents sont une place incroyablement particulière et que cette place-là, elle n'est pas partagée par les autres. Et quand il est avec ses grands-parents, quand il est avec des amis, quand il est avec des voisins, parfois il est incroyablement différent. Et il faut aussi penser à cette réalité-là. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question? Ou deux. Ou deux. De toute façon, si vous ne posez pas de questions, moi j'arrête de parler. Ça va être assez radical. Hein. Je ne vais pas vous faire le topo comme ça, assis sur mon fauteuil jaune, très agréable. Donc. Alors, on va. Si, il y a 1 et 2. Ah. Voilà, super. Merci à vous. Vous disiez, selon Freud, ce qui est essentiel, c'est de faire. Faire très bien avec son enfant, ses enfants, mais au final, qui a vos chapitres pour dire si on est ou pas un bon parent? Est-ce que ça revient à l'enfant de dire si on est un bon papa ou ça revient à l'entourage, aux amis, à la famille, aux proches? Qui est juge, à vrai dire? Qui est juge pour dire si on est ou pas un bon papa? Ouais. Je me démène, hein. Je fais plein de choses avec mes enfants, mais je m'en prends plein la figure. Mais oui. Ils sont très très durs, hein. Filles, garçons. Mais c'est peut-être le lot de beaucoup de monde, vous savez. Ce qui est très intéressant, c'est cette idée que l'humain est très oublieux. C'est-à-dire qu'on oublie assez rapidement tout ce qu'on a pu vivre. Parce que comme ça, quand on dit toutes les premières années de vie, la réalité auprès, par exemple, d'un tout petit bébé, la présence infinie, l'attention nécessaire, les réveils nocturnes, l'impossibilité de penser ou de faire tout ce qu'on aurait envie de faire, etc. Eh bien, au bout de quelques années, on a oublié tout ça. Alors que pendant qu'on le vivait, c'était épuisant, insupportable. On avait juste envie de partir le matin et de le déposer à la DAS. Mais on ne l'a pas fait d'abord. Hein. Mais surtout, on vit des expériences qui sont particulièrement violentes et difficiles. On a pendant tout un temps laissé entendre que la parentalité, c'était, vous savez, comme les naissances, l'accouchement et toutes ces choses-là, que des choses merveilleuses, des beaux moments, des réalités extraordinaires et tout. Et c'est au fur et à mesure il y a une espèce de MeToo de la parentalité quand même toutes ces dernières années, hein, où les paroles se sont un peu libérées pour dire oh, attends, c'est pas aussi facile qu'on le dit, quoi. Hein. C'est pas aussi simple tous les jours. Il y a des moments où on aimerait bien que ça soit un peu plus cool. C'est pas propre à l'éducation positive justement que la parole se libère. Je le crains. Hein. Bah, vous croyez? Oui. Je veux dire, les enfants doivent à présent tout dire de ce qu'ils ressentent, et en plus, nous parents, on doit l'entendre. À mon époque, c'est pas comme ça, quoi. Bien sûr. Elle n'était pas aussi positive que ça, l'éducation. Oui. On n'avait pas voir au chapitre et on devait se conformer à ce qui nous était. Mais vous savez, quand on parle de l'éducation positive, d'ailleurs, c'est un mélange étonnant en soi, hein, parce qu'on aimerait tellement tous que
cette idée que l'éducation, elle peut être que positive, que c'est ça qui est du bien, quoi. Une éducation négative, ça serait quoi? Ça serait vraiment pas performant. Ce serait pas optimum du tout. Donc on n'a pas du tout envie de penser qu'on pourrait être des parents négatifs. Donc bien entendu, on veut tous, et puis ça s'inscrit beaucoup dans l'époque. Hein. Vous savez, le premier à avoir la parentalité positive, c'est Carrefour. Hein. Carrefour, c'était ça, sa pub, dès les années 80. Carrefour, je positive. Donc cette idée-là, c'était ça. C'est une idée qu'aujourd'hui, voilà, il faut positiver, aller de l'avant. Ça s'appelle le développement personnel. Donc on vous laisse entendre, vous savez, Obama aux États-Unis, il a été élu là-dessus. Hein. C'était Yes we can. On peut. On peut faire les choses. Chez nous, on avait le pharmacien qui s'appelait Coué, vous savez, la méthode Coué. Cette idée que si vous vous dites les choses, elles vont se réaliser. Si vous le voulez, vous le pouvez. Mais on se rend compte que c'est tellement facile ce truc-là. C'est pas du tout évident. Moi, il y a des tas de choses que je veux, mais je peux pas. J'y arrive pas. Donc il faut aussi accepter de faire le deuil d'un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles pour nous. Et parfois, pour pouvoir réaliser quelque chose, on a intimement besoin des autres autour de nous. Le développement personnel, ça dit bien essentiellement une chose, ça dit le règne de l'individu, une personne. C'est-à-dire, toi, tu peux devenir meilleur, tu peux être un meilleur parent, tu peux avoir la bosse des maths, tu peux devenir plus beau, tu peux être plus intelligent, tu peux. Mais c'est du pipeau, quoi. C'est une espèce de miroir aux alouettes. Ça laisse penser que tout à coup, comme ça, allez savoir pourquoi et comment on peut décider tout seul. Tout seul. C'est une vraie négation de ce qui fait le réel de nos vies, c'est-à-dire le besoin des autres. C'est une vraie négation de ce qui fait la politique. La politique, le sens de la cité, le groupe, c'est aussi ça. Est-ce qu'on peut comparer les choses quand on vit dans le 13e arrondissement à Paris, au 14e étage, avec un ascenseur qui est tout le temps en panne, dans un petit réduit d'une pièce ou de 2 pièces, avec 3 enfants, et quand on vit dans une grande maison au fin fond de la Creuse avec du personnel de maison? C'est compliqué quand même de dire c'est toi qui décides. Ben non, c'est pas vrai. Hein. Des fois, c'est aussi les choses qui décident pour nous. Hein. L'histoire, la géographie, la culture, toutes ces choses-là. Alors, je vais demander maintenant à notre premier témoin, Océane Hall, coordinatrice du service d'intervention sociale et familiale à la DMR 06, de venir me rejoindre. Bonjour à tous. Donc Je passe le slide. Elle prend la place de Nathalie Técher qui a le Covid et qui devait intervenir et donc elle la remplace au pied levé, mais c'est sa coordinatrice. Tout à fait. Donc moi je suis Océane Hall, donc la coordinatrice d'une équipe de techniciens d'intervention sociale et familiale au sein d'un service aide aux familles de l'association ADMR. Donc effectivement, voilà, je remplace Nathalie Técher qui était ISF au sein de notre service. Donc nous, on est conventionnés au titre du conseil départemental et de la CAF. En ce qui concerne la partie CAF, donc, on accompagne des familles qui en font la demande suite à un élément important qu'il y a pu avoir dans le cours de la vie, que ce soit une grossesse, une naissance, même de la maladie ou tout autre motif. Donc nos TISF, donc techniciens d'intervention sociale et familiale, elles interviennent auprès des familles pour pouvoir les soutenir sur différents axes, que ce soit sur l'entretien du linge et du logement, sur la préparation des repas, sur les courses, mais également un soutien au niveau des enfants, que ce soit sur des rendez-vous médicaux ou autres finalement. Donc aujourd'hui, voilà, je prends la parole à la place de Madame Técher, donc Nathalie, qui actuellement constate plusieurs points auprès des familles qu'elle accompagne, notamment suite à des naissances. Naissances multiples, voilà. Par moment qui font que la maman se sent un petit peu dépassée.
C'est ça, tout à fait. Donc quand la maman accouche de jumeaux, de triplés, il y a une maman qui a toujours peur de ne pas donner assez pour l'un ou pour l'autre, parce que elle est au domicile, on est souvent aussi confronté à des mamans seules, des familles monoparentales, donc c'est vrai qu'il y a cette peur de ne pas bien faire, de ne pas savoir comment faire, et on a des mamans qui ont besoin de réponses dans l'immédiat, parce qu'elles sont confrontées souvent à ce problème-là. Après, on a aussi des familles qui font appel, pas suite à une première ou une deuxième naissance, mais suite à une troisième, voire une quatrième naissance, parce que pareil, elles ne savent plus faire. Donc ça s'est très bien passé pour le premier, le deuxième, mais le troisième, elles ne savent plus, c'est compliqué. Après, elles ont aussi cette frustration de ne pas assez donner pour l'aîné, mais de ne pas assez donner pour le nouveau-né. Chose qu'elles ont pu donner quand il n'y en avait qu'un à charge. Donc on a toute cette frustration de ne pas assez donner d'amour. Elles ont l'impression de ne pas être de bonnes mamans finalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Océane. Alors je vais maintenant appeler Dominique Marty, responsable de l'institution familiale à l'UDEF 06, et Madame Maria Bocquet, qui est vice-présidente de l'UDEF 06 et présidente de l'association Famille Rurale. Il marche. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, bonjour Maria Bocquet, donc vous êtes vice-présidente de l'UDEF des Alpes-Maritimes et présidente de l'association Famille Rurale des Alpes-Maritimes. Nous allons faire un petit focus sur l'association Famille Rurale qui a été créée en 1943, qui porte un projet humaniste et social qui est fondé sur la famille, les territoires et la vie associative. Donc, il se fonde dès l'origine sur le principe de l'entraide des familles, où à l'époque, il y avait eu la création de centres de loisirs pour les enfants, de clubs pour les aînés, de clubs féminins. Donc, depuis, la Fédération Famille Rurale a bien entendu évolué pour s'adapter à la nouvelle société actuelle. Donc, les principales actions Famille Rurale des Alpes-Maritimes développe à ce jour sont de l'ordre de la défense des consommateurs, notamment l'étude trimestrielle des prix, la transition numérique, entre autres. Donc Maria Bocquet, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la participation des bénévoles de Famille Rurale sur l'étude trimestrielle des prix? Voilà, la Fédération Famille Rurale a créé un observatoire qui fonctionne grâce à l'engagement de plusieurs bénévoles et de notre association. Et cet observatoire des prix de consommation courante nous informe sur l'évolution des prix des produits achetés dans des commerces de proximité, dans les hypermarchés, dans les supermarchés ou dans les magasins de hard discount. Et notre relevé trimestriel s'effectue tous les trimestres sur plus de 200 produits de consommation courante. Et au-delà de l'évolution globale des prix, cet observatoire met en évidence les disparités entre les magasins, les marques et les départements de toute la France. Il permet aussi, cet observatoire, de découvrir l'existence des pièges dans l'étiquetage des produits, dans les promotions réalisées par les enseignes commerciales. On les a tous observées, même celles qui s'attellent à diminuer les poids des produits et nous faire croire que c'était comme la dernière fois qu'on l'a acheté. Alors, ces relevés sont publiés dans les journaux, à la télévision, par la Fédération nationale et par les départements, et sont un indicateur indispensable déjà pour les consommateurs et aussi un constat pour le gouvernement, pour les pouvoirs publics.
Donc Maria Bocquet, afin de pouvoir porter donc, la voix des familles, donc les bénévoles donc, assurent de nombreuses représentations, hein, notamment pour nous au titre de l'UDAF. Donc pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, c'est-à-dire que c'est depuis la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, que c'est une volonté du gouvernement que les familles soient représentées dans des instances qui touchent directement ou indirectement au quotidien des familles. Et nous l'avons mentionné, le directeur l'a mentionné tout à l'heure, la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie, le comité départemental de l'éducation, les centres communaux d'action sociale, les bailleurs sociaux, la mutuelle sociale agricole. Je parle de l'implication des familles rurales au sein de l'UDAF. Eh bien, il y a aussi quelque chose dans lequel on s'investit et qui est plus récente, c'est que dans tous les hôpitaux et cliniques doivent être affichés le nom des représentants des usagers. Ils représentent les usagers et leurs familles, à qui on peut s'adresser lorsque on rencontre un problème lors d'une hospitalisation notamment. Voilà. Alors, ces bénévoles, représentants des usagers, sont nommés par l'Agence régionale de la santé. Ils sont formés. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est peu connu, qui nous concerne tous. Je pourrais aussi vous parler de bien d'autres actions que l'UDAF nous confie pour la représentation des familles. Donc justement, donc Maria Bocquet, pour vous, c'est quoi être bénévole et depuis quand êtes-vous bénévole? Alors, être bénévole, c'est bien sûr donner de son temps. Et chaque personne peut donner le temps qu'il considère qui peut être utile à une cause, à la société. Et notamment dans notre cas, on représente ce que l'on défend. Et ici, ce sont les familles. On ne se représente pas soi-même. Et on peut avoir cette représentation de différentes manières, parfois sur le terrain et parfois en portant la voix des usagers, c'est-à-dire des familles. Et en ce qui me concerne, je suis bénévole depuis 1996, mais à l'époque j'étais en activité, donc je n'ai pu, disons, m'impliquer davantage que depuis 2012, où j'ai moins d'obligations familiales, mais n'empêche que j'ai toujours le temps pour m'occuper de mes enfants et de mes 5 petits-enfants. Il n'y a pas de problème. Donc on parle du bénévolat, donc qu'est-ce que cela vous a apporté? Oui, le bénévolat n'apporte pas toujours des satisfactions et parfois aussi il apporte des frustrations. Mais comment dire, il faut persévérer et montrer qu'on est là, et qu'on est présent et qu'on est là pour soutenir et aider les autres. Cela nous permet aussi, je le dis dans mon cas, d'être plus ancrés dans le monde réel d'aujourd'hui. Si on ne connaît pas les problèmes et on ne vit que sa petite vie, au grand vie de retraité, avec ses loisirs, etc., je pense qu'on passe un petit peu au-delà de ce que la société, malheureusement, nous vit aujourd'hui. C'est que vivent aujourd'hui les familles. Donc, que diriez-vous à quelqu'un qui a envie de s'engager dans le bénévolat? Alors, tout à l'heure, on a entendu le docteur Bensoussan. Je dirais apporter du commun. Chacun va apporter le temps, il va apporter son vécu, il va apporter ses conseils, sa présence, etc. Et toutes les volontés sont les bienvenues. Ce n'est pas une question ni d'être formé, ni de quoi que ce soit. Je pense qu'on peut, si on est intéressé par divers domaines, se former plus tard. Mais l'important, c'est d'être présent et de faire du commun, comme dit le docteur Bensoussan. Merci beaucoup Maria Bocquet pour votre intervention.
Donc nous en profitons donc à l'occasion donc de la prochaine journée du bénévolat. Donc Cécile a mis donc derrière le flyer donc qui aura lieu le 5 décembre. Hein, donc pour cette journée largement relayée par notre Union nationale des associations familiales. Donc nous en profitons pour remercier largement tous les bénévoles qui interviennent donc dans le mouvement familial, les remercier pour leur engagement sans faille. Donc nous savons tous que sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Donc nous leur disons un grand merci et merci pour les familles. Donc je pense qu'on peut tous les applaudir. Bonjour, et avant tout, j'aimerais poser une question. Depuis tout à l'heure, on parle de parents, d'enfants, et de famille, mais j'aimerais poser la question, pour vous, c'est quoi la définition d'une famille ? Et tant que tu as le micro en main, alors est-ce que tu la donnerais, toi, la définition d'une famille? Moi, personnellement, une famille, je dis que c'est des parents, des enfants, et c'est une vie qu'on partage, qu'on vit ensemble pour des choses positives comme négatives, hein. Il y a plusieurs définitions pour parler d'une famille, mais avant tout, c'est pour construire sa vie et la terminer ensemble. Eh bien, vous voyez, on disait que la vérité sortait de la bouche des enfants. Ben, c'est pas loin de la réalité, tout ce que tu viens de dire là. Hein. Et c'est sûrement ce que tout le monde pense. Aujourd'hui, dans le même temps, il y a tellement de familles qui sont différentes. Il y a ce qu'on appelle des familles monoparentales, c'est-à-dire qu'il y a un seul parent qui s'occupe des enfants. Il y a des familles homoparentales, c'est-à-dire qu'il y a deux pères ou deux mères qui s'occupent des enfants. Il y a des familles décomposées ou recomposées, c'est-à-dire qu'il y a papa, maman se sont séparés, et puis il y a papa ou maman qui a rencontré une nouvelle personne ou un nouveau conjoint, et donc il y a des beaux-parents, une belle-mère ou un beau-père, parfois, qui ont eux aussi des enfants, et donc on se retrouve avec des enfants, et puis des enfants d'un autre parent. Enfin, aujourd'hui, les choses se sont beaucoup complexifiées par rapport à l'idée qu'on avait de la famille d'il y a quelques dizaines d'années, où il y avait papa, maman et 2 ou 3 enfants. Aujourd'hui, ça peut être tellement de choses incroyablement différentes, quoi. Mais l'esprit, c'est toujours à peu près le même. C'est qu'est-ce qui fait qu'on peut être ensemble pendant un temps donné, vivre ensemble, et essayer de partager ensemble des bons et des mauvais moments. Merci. Alors nous allons passer à la prochaine thématique qui est vivre ensemble et temps partagé. Vaste question, on a déjà pris un peu de retard, mais vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'on retenait finalement quand on était enfant, c'était du temps qu'on avait partagé avec ses parents. Par moment, on a l'impression de passer du temps avec ses enfants, mais on est là sans vraiment être là à 100%. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, Les livres et les enfants d'abord, c'est la manière dont vous expliquez comment ce temps de lecture est un temps vrai, partagé, parce qu'il sollicite pleinement notre attention, qu'on est pleinement en partage. Et que je trouvais ça très joli parce qu'il convoquait aussi l'enfant qui était en nous
et l'adulte en devenir de l'enfant qui écoutait lire cette histoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce fabuleux moment de temps partagé de lecture? Oui, je pense qu'il vient d'en témoigner de façon très sensible. L'idée de ce qui peut faire famille, mais tout autant ce qui fait rencontre, c'est le temps partagé avec l'autre. Et ça, c'est un objet qui s'amenuise de plus en plus. Le temps qu'on passe avec nos enfants, vous savez qu'il y a eu aussi dans les modèles de révolution du XXe siècle, en fait, cette délégation de l'éducation des enfants qui a été confiée à des tiers. Donc ça a été l'école de plus en plus, à partir du moment où elle a été obligatoire, mais ça a été aussi l'accueil dans la petite enfance, avec les lieux d'accueil, les crèches, les haltes garderies, etc. Et assez habituellement, aujourd'hui, les enfants passent beaucoup plus de temps à l'extérieur de la maison auprès de tiers qu'auprès de leurs parents. Très rapidement, ils sont pris en charge par des tas d'institutions et de lieux qui sont publics ou privés et qui s'instituent dans la vie et dans l'histoire des parents et des enfants. Ce qui fait que nous passons quoi? Peu de temps le matin pour préparer nos enfants à aller à la crèche ou à l'école, au collège, peut-être ailleurs, et puis ensuite quoi, nous les récupérons en fin d'après-midi ou le soir, et là il faut très vite ou faire les devoirs, les accompagner dans leurs acquisitions, faire à manger, les mettre au lit, etc. Donc on voit combien le temps de présence des uns aux autres a été tenu, et combien ce qui semble important, c'est comment est-ce qu'on peut enrichir ce temps qui parfois est de plus en plus raccourci. Et donc il y a là comme ça, comme par exemple la lecture partagée, qui est une activité commune où on se retrouve autour d'un livre, à lire ensemble une histoire et à passer du temps ensemble autour d'un album ou d'un livre. Donc il y a là quelque chose où le livre vient faire comme un espèce de trait d'union entre le parent qui lit l'histoire avec son enfant et puis l'enfant qui est là à écouter et à participer de cette histoire-là. Et ce trait d'union-là, c'est aussi encore une nouvelle façon de créer du lien, de faire du lien et de faire du vivre ensemble et d'enrichir ce temps qu'on passe avec nos enfants. Merci. La thématique étant également vivre ensemble, vous décrivez, vous dites dans vos livres, vivre ensemble est un art de vivre. Et il y a beaucoup de textes accordés à comment on fait, comment on apprend à vivre ensemble pour tout petit. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Alors justement, vous disiez la transmission, elle est issue plus seulement des parents, mais de tous les acteurs qui entourent les enfants tout au long de leur scolarité et de leur vie, avec des beaux-parents, etc., etc. Donc ma question c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi vivre ensemble? Et comment on introduit cette notion-là aux tout petits, même si pour ma part, j'ai l'impression que pour les tout petits, c'est pas si compliqué que ça de vivre ensemble. C'est un peu plus grand que ça le devient. Et finalement, la question c'est pourquoi? Pourquoi ça devient un peu plus compliqué, plus grand? Vous savez, dans les lieux d'accueil de la petite enfance, je pense en particulier aux crèches, il y a une section qui s'appelle la section des moyens, enfin dans les crèches qui fonctionnent encore avec des sections. Et dans la section des moyens, il y a ce que les Américains appellent les terribles tout, c'est-à-dire les enfants qui ont 2 ans, les terribles enfants de 2 ans, parce qu'ils sont tout le temps dans l'expérimentation, ils sont tout le temps dans la négation, ils sont tout le temps dans le moi, et ils sont dans une espèce d'agitation développementale qui est parfois très difficile à pouvoir supporter au quotidien. Donc eux, par exemple, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse de façon très formelle, c'est être seul et à ce que tout le monde autour de soi vive pour soi.
Donc c'est le modèle, vous savez, de l'enfant roi tel qu'on le décrit, etc. C'est moi, je. Et donc c'est l'époque où viens, c'est l'heure, on va aller là, non, viens, habille-toi, mets un pull, non, viens, fais. Et puis on a l'impression d'être des machines à dire non à longueur de temps, quoi. Du coup, cette question-là, elle est particulièrement sensible à cette époque. C'est le moment où vous avez un petit enfant qui veut, je sais pas quoi, une petite voiture rouge ou une poupée blonde, et que si c'est l'autre qui l'a en main, ben, il va vers l'autre et il arrache la poupée, et il arrache la voiture, et puis c'est à lui, il n'y a personne d'autre. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, le vivre ensemble. C'est quelque chose qui ne coule pas de source. C'est quelque chose qui ne nous tombe pas comme ça du ciel, et presque génétiquement, hein, mais qui fait qu'on a besoin de pouvoir se rendre compte qu'on n'existe pas tout seul, qu'on ne peut pas avancer, qu'on a besoin des autres, ne serait-ce que pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous, pour pouvoir arriver à toucher cette chose-là, à atteindre cet endroit-là, etc., etc. Donc du coup, cette idée-là du commun, d'être en commun, de faire collectif, du groupe, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler et encore travailler depuis la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence, qui est un grand moment du vivre ensemble. Les ados, ils sont en groupe, hein. Ils partagent les choses entre eux, hein, et ils font comme ça toutes des espèces de sectes avec les mêmes habits, les mêmes musiques, la même façon de penser, les mêmes réseaux sociaux, etc. etc. Donc au contraire, on a l'impression que à l'adolescence, le vivre ensemble, il est incroyablement développé, il est même capital pour le développement des adolescents dans leur petite bulle particulière. Les ados, ils vivent pas avec nous, hein. Ils vivent pas avec leurs frères et sœurs plus petits, hein. Ils vivent entre eux. Nous, on est là pour les ennuyer, hein. Eux, ce qu'ils ont besoin, voilà, c'est de partager dans leur ensemble à eux les choses. Donc c'est une façon différente d'être ensemble. Et à eux aussi, il faut apprendre que ben, c'est bon, hein. Maman, c'est pas une machine à laver, maman, c'est pas un restaurant, papa, il est pas là juste pour convoyer les choses, etc. Tu peux aussi participer, tu peux faire les choses, tu peux ranger, tu peux... Des tas de trucs qu'on répète à longueur de jour, hein. Et c'est comme ça qu'on apprend, par la répétition. Alors je vais maintenant appeler Maître Lazare, qui est conseiller municipal subdélégué au Conseil des droits et devoirs des familles et qui va intervenir aujourd'hui en tant qu'avocate en droit de la famille. Merci Marie-Pierre Lazare. Merci, attendez, parce que va falloir que vous applaudissiez peut-être après. Donc l'avantage, c'est qu'un avocat, ça parle beaucoup, donc aujourd'hui, ça va pas être le cas. Et je vais aller à l'essentiel, c'est ça l'avantage. De ce que j'ai entendu pour l'instant, ce qui me paraît le plus important à dire avec ma casquette avocate déjà, c'est que quand je reçois des familles, quand on vient chez un avocat, c'est qu'on a des problèmes. Donc je ne suis pas quelqu'un qui peut témoigner pour les familles harmonieuses. Tout à l'heure, monsieur disait, est-ce qu'on est un bon parent? D'abord, est-ce que c'est une question à se poser? Quelle importance si on est un bon ou pas bon? Le problème, c'est si les services sociaux viennent et veulent placer votre enfant là, il faut commencer à se poser des questions. Mais sinon, quelle importance en fait? Donc, moi, dans mes culpabilités, je râlais de ne pas être assez là. Et j'ai fait exactement ce qu'a dit le docteur Salman Soussan tout à l'heure, c'est-à-dire trouver des compensations dans la limitation du temps qui soient qualitatives. Vivre en famille, avec ma casquette avocate, le temps partagé, la garde alternée. Les parents veulent absolument une garde alternée pour eux, au lieu de penser aux enfants. Alors il y a des enfants avec qui ça convient très bien, soit une semaine, soit 2 jours, 3 jours. Et on alterne comme ça les tout petits. Il y a des âges où ça convient plus du tout, les adolescents, il faut les laisser, pas imposer des choses. Et les parents revendiquent beaucoup des choses pour eux au lieu de... Ce qui fonctionne très bien, c'est de médier, d'aller dans des centres comme à l'UDAF et tout ça, pour discuter. Quand on voit des avocats, essayer de choisir des avocats qui font de la négociation. Si possible, raisonner plutôt que classique. Je n'ai pas le temps de vous raconter, je pourrais passer la journée à parler des gens. Toujours essayer de se mettre d'accord avec le parent, même quand on n'est pas séparés, on n'est jamais d'accord. Les pères ne pensent pas à l'éducation de la même manière que les mères. Et aux âges différents, il y a les tout petits âges intéressent plus la maman, puis après un peu plus le papa, etc.
essayer de s'entendre quand on accouche, ben, c'est tellement un tsunami, personne n'est d'accord, c'est tellement difficile, etc. Moi, je recommande beaucoup d'aller voir des pédopsies, et surtout quand c'est pas encore un problème grave, mais juste à des événements de l'enfant, l'arrivée d'un nouvel enfant, même si tout va bien, on fait un petit rendez-vous préventif. Et les psys aiment, ils disent, mais moi je suis super contente d'avoir un seul rendez-vous avec des enfants pour vérifier que, voilà. Donc ça c'est important, il y a beaucoup de résistance encore, mais les enfants sont pas fous, des choses comme ça. Et alors après, je représente aussi Christian Estrosi, parce que la ville de Nice est très engagée pour les enfants. Je suis déléguée à Ville Amie des enfants, c'est le label UNICEF, et c'est pour la promotion des droits des enfants, le respect de leurs obligations. Je convoque dans un conseil des droits et devoirs des familles, les familles qui ont des enfants déscolarisés en décrochage scolaire. On les réunit de manière confidentielle, on essaye d'identifier quelle est la nature des problèmes de la famille, et la ville de Nice a la capacité en réactivité, et avec tous ces services, d'apporter des solutions concrètes. Par exemple, le juge des enfants, avec le département, met 6 mois à intervenir, c'est beaucoup plus lent, et surtout, il ne peut pas trouver, le juge des enfants, un logement. Nous, on les suit dès le lendemain par téléphone, on vient voir quel est le problème. Moi, j'essaye de voir pendant le rendez-vous si l'enfant il a une phobie scolaire, du harcèlement, il y a toujours des problèmes dans la famille, en fait. Et les gens viennent parce qu'ils savent que sinon, c'est l'information préoccupante et le parquet, donc ils préfèrent la main tendue. Et on est une ville extrêmement engagée, il ne faut pas hésiter de nous solliciter. Comme je ne peux pas vous dire tout ce qu'on fait, regardez sur le site internet de la ville tous les services qui sont proposés aux parents. On a tout ce qu'il faut en matière de santé et on n'a rien en matière de droit. Et le droit, ça n'est pas le conflit. Le droit, c'est justement éviter le conflit. Quand on sait que donner un double nom ou pas donner un double nom, quel prénom donner ou pas, comment choisir la nounou, etc., comment on fait son contrat, tout ça, c'est justement éviter d'avoir des problèmes après, de les savoir en amont et d'avoir choisi ensemble les choses. Voilà, donc il y a des fausses idées reçues comme ça en France, que le droit c'est le conflit, alors que c'est l'inverse. Merci Maître Lazare. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On fera à la fin du deuxième témoignage. Pardon. Merci. On a pris un peu de retard. Je vais demander maintenant à Mathieu Bottin, président des AFC, de nous rejoindre. Il va nous parler du temps d'écran, qui je pense intéressera plusieurs des parents présents dans la salle. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, oui, en effet, alors président plutôt de la fédération des AFC des Alpes-Maritimes, puisque les associations familiales catholiques, il y en a 3 dans le département, une à Nice, une autre à Vence et une autre à Antibes, ce qui correspond à peu près à 200 familles. Et à l'échelle nationale, ça correspond à peu près à 20 000 familles. Alors oui, je souhaitais en fait aborder une expérience personnelle, mais je pense qu'elle est partagée par la quasi-totalité des familles. C'est le sujet de la présence des écrans au sein des familles, qui est un sujet qui me semble ne pas avoir de réponse toute faite du moins, puisqu'on a toujours des difficultés à comprendre comment on peut lui laisser la bonne place. Et c'est vrai que aussi bien les parents que les enfants ont chacun le même problème finalement. Les parents ont tendance à prolonger leur vie professionnelle à la maison en continuant les appels téléphoniques du travail, en répondant à certains courriels qu'on n'a pas eu le temps d'envoyer, en envoyant des messages pour l'activité professionnelle, ou encore même pour son propre loisir en enchaînant les séries sur Netflix jusqu'au milieu de la nuit, hein, parce qu'on a besoin de repos. Donc on n'arrive pas à mettre une pause finalement aux épisodes que l'on regarde, et le lendemain matin, faut se lever, il faut habiller les enfants, il faut aller à l'école, et on a l'activité professionnelle qui en pâtit, hein, souvent. Donc voilà, les parents ont du mal à trouver un bon équilibre sur les écrans, hein, aussi bien le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Et les enfants, on connaît, alors c'est souvent même un peu plus grave, les difficultés liées aux écrans. On pense principalement aux réseaux sociaux et aux vidéos, et on sait les conséquences que ça peut avoir, notamment autour du harcèlement,
puisqu'il y a toute une vie virtuelle qui naît et qui a des conséquences dramatiques. On l'a pu voir maintes fois dans les informations, mais au quotidien, on peut le voir hein, de façon peut-être plus ténue, mais qui est réelle, ça provoque souvent des mal-être chez les enfants, ou même une approche de la réalité qui est totalement différente lorsque certaines personnes s'enferment dans le virtuel. Et donc la place des écrans dans la famille, elle est difficile à trouver pour les parents et pour les enfants. Il n'y a pas de critique uniquement qu'on peut faire vis-à-vis des enfants, parce que bien souvent, ils sont le reflet des parents. Donc souvent, c'est les parents, peut-être par souci de cohérence, doivent s'appliquer à eux-mêmes une politique qu'ils veulent imposer aux enfants. Alors peut-être pas exactement les mêmes obligations, mais au moins instaurer un contrat familial autour duquel on pourrait convenir de certaines pratiques, avoir un parking pour les téléphones dans la maison, éteindre le wifi le soir à une heure précise, interdire les écrans dans les pièces intimes, hein, dans les chambres, ne pas regarder le téléphone avant d'aller à l'école, ou le soir après le repas avant d'aller se coucher, enfin, mille et une solutions qu'il convient d'adopter en famille, par une discussion familiale, et rien que le fait d'en discuter en famille, c'est déjà une solution. Oui, parce qu'on disait pendant nos échanges que finalement les écrans c'était une forme d'atteinte à l'esprit de famille. Oui, tout à fait. Et que de revenir ne serait-ce qu'à l'échange, c'était rentrer à nouveau dans l'esprit de famille. C'est-à-dire rentrer dans la discussion, la convention, la médiation, comme disait Madame Lazare, médier même avec ses enfants, c'est-à-dire parfois il faut être dans la contrainte et dans l'imposition, voilà, mais aussi prévoir un contrat familial sur les écrans. Et dans la médiation, ça peut être une solution. Exactement. Alors, on essaie de prendre des bonnes, on va dire, de bons départs. On va dire, moi j'ai 4 garçons, mais ils sont en bas âge, donc ils ne sont pas encore avec les écrans. Mais moi, je vois que les écrans, dès que j'ai un moment de libre, je sors mon téléphone et je regarde l'écran. Donc c'est mal parti pour le moment de l'adolescence, au moment où je devrais fixer des limites aux garçons pour leur dire non, papa, tu fais exactement la même chose. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est compliqué d'imposer aux autres ce qu'on ne s'applique pas à soi-même. Alors au sein des associations familiales à côté, on a ce qu'on appelle les chantiers éducation, qui permet à des parents, alors c'est souvent des mamans, mais il n'y a pas que les mamans, hein, il peut y avoir des pères, qui se réunissent à 7-8 familles, chez l'un, chez l'autre, et qui discutent de différentes thématiques, et notamment des écrans, ça en fait partie, et ils partagent. Parce que là aussi, la famille, elle n'est pas famille toute seule. On est famille, il y a plusieurs familles. Et c'est et aujourd'hui, c'est une journée des familles aussi, l'esprit de famille. Le fait que les familles soient entre elles, avec elles, qu'elles échangent, ça fait partie. Le partage d'expérience est essentiel, je pense, pour trouver des solutions. Déjà pour dédramatiser certains problèmes et pour trouver des solutions. C'est, je pense, un bon moyen pour s'entraider et pour grandir sur le sujet. Oui. Merci Mathieu Bautin d'être venu témoigner de votre expérience et pour les AFC. Merci beaucoup. Alors notre dernière thématique, c'est naître différent. Que ce soit l'annonce d'un handicap à la naissance ou selon l'expérience du docteur Bensoussan aussi, qui a travaillé dans cet institut de cancérologie, c'est-à-dire l'annonce d'une maladie. C'est un choc terrible pour les parents. Il a écrit ce livre « Naître différent » qui évoque différentes thématiques de quelles sont les peurs des familles qui peuvent s'exprimer à ce moment-là, à quoi cela renvoie chacun des parents. Et puis, il y a plein de questions qui se posent autour de la parentalité quand on a un enfant qui a un handicap ou une maladie, c'est-à-dire comment ne pas devenir qu'un parent soignant, mais rester parent. Alors la première chose, c'est l'annonce finalement, sur laquelle vous avez écrit un très joli texte. Est-ce qu'on doit beaucoup en dire, pas beaucoup en dire? Peut-être quel a été votre retour d'expérience sur les paroles des parents, les paroles des soignants, sur ce moment d'annonce qui est toujours très compliqué?
Oui, j'ai dit tout à l'heure sur le ton de la galéjade, fort malvenue. Vous savez qu'il y a quelques dizaines ou centaines d'années, on avait 5 ou 6 enfants et que si on en ratait un, ça posait moins de problème. Parce que aujourd'hui, quand on n'en a qu'un, les choses sont un petit peu différentes. Bien entendu, ce que je dis là n'a aucun sens. Parce que même quand on en a 5 ou 6, avoir un enfant qui s'inscrit dans une différence au niveau d'un handicap à la naissance, d'une maladie grave, de multiples événements qui peuvent advenir et qui signifient quelque chose par rapport à ce que l'on peut avoir rêvé et attendu. Vous savez, on construit tous dans nos pensées, avant de devenir parents, des rêves d'enfants. Et on a dans la tête, bien entendu, que les enfants que nous aurons, eh ben, ils seront merveilleux, garçons, filles, ils seront blancs ou bruns, ils auront les yeux de telle ou telle couleur, ils seront danseuses étoiles ou champions de sumo, enfin, je ne sais trop, mais on construit en tout cas dans nos têtes des tas et des tas de représentations et de rêves d'enfants, hein, ce qu'on appelle un enfant imaginaire, hein, qui a une stature incroyable, et puis en fait un jour un enfant naît, et cet enfant qui naît n'est jamais exactement trait pour trait celui qu'on avait imaginé dans nos têtes ou dans nos rêves. Donc à partir de là, et bien entendu, on expérimente notre métier de parent auprès de cet enfant, on le découvre comme il nous découvre, on apprend de lui comme il apprendra de nous, et les uns et les autres, comme si c'était des pas de danse qu'il faudrait apprendre ensemble, on arrive à construire quelque chose. Donc cette idée en tout cas de la rencontre avec une différence particulièrement importante au début de la vie, immanquablement ça va atteindre ses rêves, ça va atteindre ses espoirs, hein. Et d'autant aujourd'hui, quand on est inscrit dans une espèce de mondialisation du monde et des représentations, où vous pouvez avoir autour de vous, sur les réseaux sociaux, tellement d'exemples de personnes magnifiques, de familles extraordinaires, qui ont des super maisons, qui passent du temps à faire des tas de choses extraordinaires ensemble, qui ont des gosses merveilleux, sages, intelligents, beaux, enfin... Et tout ça, à longueur de temps, on le partage sur les réseaux sociaux, et quand on est confronté soi-même à des difficultés, c'est vraiment une atteinte au plus profond de soi. Donc on met un certain temps pour pouvoir se remettre de ces, entre guillemets, mauvaises nouvelles, et de pouvoir reconstruire quelque chose qui soit suffisamment solide. Vous savez que le handicap à la naissance, par exemple, fusille les familles, et que très souvent, les familles sont complètement désorganisées, distendues, inexistantes, éclatées après la naissance ou quelques mois de vie avec un enfant en situation de handicap, en fonction de son handicap, plus ou moins grand, plus ou moins important, etc. Vous savez que, mais tout simplement, de façon très générique, hein, une des périodes majeures de séparation pour les parents, c'est la première année de vie d'un enfant. Donc la naissance d'un enfant, c'est pas une chose aussi extraordinaire qu'on a toujours eu envie de montrer, mais c'est aussi porteur de beaucoup de séismes et de difficultés, hein, parce que ça transforme, mais radicalement, la vie de ses parents. Et vous imaginez de fait, si vous devez être encore plus attentif à cet enfant parce qu'il est malade, parce qu'il a besoin de soins, parce qu'il a besoin de rendez-vous réguliers, parce que si le planning ou le calendrier que vous aviez, ça devient un calendrier médical, de spécialistes, etc., combien ça va venir aussi impacter le réel de votre vie. Donc on doit être très attentif, hein, à cette espèce de séisme qui se constitue autour de ces naissances difficiles. On doit vraiment, et c'est là où on revient à la notion du être ensemble et du commun, imaginer des tas de stratégies pour pouvoir être auprès de ces familles, les accompagner, les aider au quotidien pour surmonter ces moments difficiles, mais le réel de leur vie, hein, au quotidien, et puis faire en sorte qu'ils puissent continuer à parler, à vivre, à profiter, à bénéficier des belles choses de l'existence,
sans se trouver comme ça complètement éclaté, complètement repris, enfermé par le réel du handicap ou de la maladie. Donc plus que la question de la parole, c'est quel soutien on peut apporter à toutes ces familles qui sont en difficulté, qui sont marginalisées, qui sont exclues d'un certain nombre des possibles que les uns et les autres on partage, et comment aller vers eux, comment leur tendre la main, le mot a été employé, comment mettre en place des tas et des tas de façons nouvelles de penser la présence à l'autre. Il y a un très très bel exemple dont je voulais parler. C'est un enfant qui est amené régulièrement à la piscine par un éducateur qui ne veut pas aller à la piscine. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet exemple, qui ne veut absolument pas aller à la piscine. Et il se trouve qu'il a toute une histoire avec son papa qui avait été champion de natation, etc. et qui laissait du coup ce rôle-là à l'éducateur. Et le jour où finalement on a réussi à faire passer le message au papa que ce serait peut-être bien que ce soit lui qui accompagne son fils à la piscine, son fils voulait aller à la piscine avec son papa. Mais peut-être que son papa, à ce moment-là, il ne se sentait pas parce que c'était compliqué pour lui. Et donc je trouvais ça très très joli aussi, l'idée que, alors peut-être même pas qu'en matière de handicap, hein, mais que nos enfants puissent nous rendre compétents aussi à un moment donné dans certains domaines, et nous poussent... et encore plus en matière peut-être de handicap, puisque ça renvoie à des blessures par moments narcissiques. Hein, et qu'est-ce que vous aurez envie de dire à ces parents, là encore, les réconforter, de se faire confiance? Moi, je crois que c'est quand même très acquis hein, que le handicap, de façon très générique, handicape la vie. Et pas que la vie de celui qui est en situation de handicap, mais tout autant la vie de sa famille, de ses proches, des personnes qui sont amenées à un moment donné à lui apporter un enseignement, une éducation, une aide, un soin, etc. quoi. Donc l'important dans ces histoires-là, c'est pas de tout le temps penser le handicap en situation négative, en creux, mais de se dire aussi qu'il y a des possibilités, des potentialités, des capacités qui ne demandent qu'à émerger. Et de penser par exemple à Paul qui est trisomique, ou à Jeanne qui est spina bifida, ou qui a une fente labiopalatine, etc. Ça focalise tellement les choses sur le réel du handicap que ça en oublie totalement que Paul, ou que Simone, ou que Juliette, elles ont aussi, ou ils ont aussi d'autres capacités, d'autres façons d'être, d'exister, d'autres envies, d'autres désirs, des passions, etc. etc. Donc c'est partir de cette idée que le handicap a toujours cette capacité de masquer le réel de la personne qui le porte. Et que notre travail à nous, c'est de faire en sorte d'enlever les masques, de faire en sorte de permettre à ces personnes-là d'être au plus près de ceux qui sont, sans être complètement maquillés, grimés par le handicap, et du coup, l'horreur qu'on en a quand on est à l'extérieur, dans cette idée du masque, quoi, qu'il y a quelque chose qui est un masque sidérant, et alors que peut-être que c'est, vous savez, l'histoire d'Andersen et du vilain petit canard. Donc le vilain petit canard, à un moment donné, il devient un signe magnifique. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est de jamais dénuer les potentialités du sujet humain. Même quand il est atteint au plus profond de sa chair, il a toujours quelque chose de potentiel et de vivant, de créatif à l'intérieur de lui. Il faut juste pouvoir accueillir cette réalité-là. Merci. Je souhaiterais maintenant appeler Laure Lecol, éducatrice des services PCPE. Bonjour. Alors je suis Laure Lecol, éducatrice spécialisée dans le champ du handicap depuis une vingtaine d'années à l'ADAPI. C'est la première fois que je témoigne publiquement, donc je suis désolée si je vais être un peu moins fluide et moins claire ou moins à l'aise que les intervenants précédents. Mais c'est un sujet qui me tenait à cœur et pour lequel il était vraiment impensable que je ne puisse pas témoigner. Parce que depuis 20 ans, j'ai la chance d'être aux côtés de familles qui ont vécu justement le naître différent. Naître différent, quand on m'a interpellée sur ce thème, c'était, je me suis dit quel mot me vient en premier. Le premier mot qui me vient, c'est bouleversement.
Bouleversement, d'ailleurs ça va bouleverser, je pense, les thèmes et tout ce qu'on s'est dit précédemment, puisque pour le coup, le premier bouleversement, quand les parents apprennent à la naissance, ou plus tard, ou parfois jamais, la raison de la différence, c'est d'abord le bouleversement émotionnel pour eux. C'est-à-dire que les parents, je m'appuie sur les témoignages de parents, sans les citer, mais tout ce que je vais dire s'appuie sur des témoignages de parents qui ont eu la confiance suffisante dans les travailleurs sociaux pour pouvoir échanger et partager. Donc le premier mot qu'ils disent, c'est un choc. C'est un choc, un trauma, c'est la peur, la colère, l'incompréhension, la honte, la culpabilité. Voilà, pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça nous arrive. Et puis des fois, ils n'ont jamais de réponse toute leur vie de toute façon. Le deuxième bouleversement, c'est que ça va complètement bouleverser la question de la généalogie. C'est-à-dire qu'on a des parents qui vont rester des parents d'enfants à vie. Tout à l'heure, on se disait, je suis moi-même maman, on a des enfants petits, on est fatigué, mais on sait que ça va passer, ils sont adolescents, après adultes, et ils arriveront à échanger avec les parents de manière plus positive. Avec le handicap, tout ça, on s'est bouleversé aussi, parce que l'enfant devenu adulte en situation de handicap reste dans l'inconscient des parents et dans la société aussi, un enfant à vie en fait. Et donc c'est là aussi que les travailleurs sociaux, ils ont tout leur rôle pour essayer de faire évoluer ça au sein même de la famille, mais au sein même de la société. Que pour le coup, handicap veut dire aussi avoir des capacités, des envies, des choses, d'être capable de faire des choses, de vouloir, de revendiquer. Alors pas toujours, on est aussi confronté à des personnes malheureusement qui ne peuvent même pas exprimer et qu'on essaie de faire émerger des ressentis, des envies, mais c'est pas toujours possible. Donc ça c'est le bouleversement un peu généalogique aussi, et du coup l'enfant, l'adulte handicapé qui reste infantilisé, et pour ceux qui arrivent à le dire plus tard, disent j'en ai qu'on me considère comme un enfant, mes parents ne comprennent pas, moi j'ai envie d'avoir un petit ami, moi j'ai envie d'avoir une maison, j'ai envie de vivre seule, moi j'ai envie de sortir. Donc tout ça aussi fait que notre accompagnement, il est aussi au cœur de toutes ces demandes parfois paradoxales au sein de la famille et dans l'individu lui-même. Donc le bouleversement, il est aussi dans la temporalité du quotidien, c'est-à-dire qu'on se posait la question aussi de dire tout à l'heure comment je peux faire, trouver des jeux, des activités à faire avec mes enfants. Mais dans le quotidien, en fait, on a des parents face au handicap qui sont simplement dans comment je peux faire pour déjà être aidé. Je ne dors pas, mon enfant ne dort pas toutes les nuits. Ça peut durer toute une vie. Mon enfant me frappe, par exemple. Ce sont des témoignages que l'on a, que ce soit enfant ou adulte. Donc les parents, ils n'en sont même pas au stade de se dire comment je vais pouvoir jouer, qui va m'aider, où est-ce que je peux sortir. C'est simplement, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir parce que sinon je vais peut-être être maltraitant, peut-être avoir des pensées de violence, peut-être tout ça. Voilà. Et donc on en est vraiment à des parents qui sont dans l'épuisement, qui disent j'en ai épuisé, est-ce que je suis un bon ou un mauvais parent? Ils ne peuvent même pas l'aborder parfois. C'est comment je suis parent, est-ce que j'arrive à l'être, comment on peut m'aider pour continuer à être parent, tout simplement, et éviter que mon quotidien auprès de mon enfant s'aggrave. Donc ça, c'est un bouleversement qu'on vit dans l'accompagnement. Donc comment continuer à aider les familles face à ça, ce qui paraît impossible, il faut rester positif quand même. Donc moi, je pars toujours du principe déjà qu'il faut les remercier, ces familles, parce que les familles, elles nous ouvrent l'intime et l'intimité. C'est-à-dire que j'ai la chance de travailler dans un service actuellement où je suis au plus près des familles dans le quotidien, dans l'accompagnement individuel, donc à partir du domicile. Donc les familles nous ouvrent les portes. Parfois, elles sont obligées de le faire.
Mais une fois qu'on a dépassé voilà, le comment on va vers les gens, comment on entre chez les familles, ben déjà voilà, les remercier de nous avoir ouvert les portes et se dire qu'ils ont toujours des choses à nous apprendre. Toujours. L'accompagnement éducatif et professionnel, il va partir de plein d'astuces. Vous connaissez tous vos enfants, on connaît tous nos enfants dans les détails. Ben, ces détails, des fois, les parents, ils les oublient, ou ils se disent non, c'est pas bien, j'ai pas bien fait. Mais des fois, ce petit détail-là, il fait que on va pouvoir trouver une solution à un moment donné. Et donc, c'est les encourager, les valoriser, avant tout les écouter, prendre le temps de les écouter. Simplement écouter, parfois écouter l'inaudible, hein, le très difficile, mais même sur des situations inaudibles, de prime abord, il y a toujours derrière une possibilité de se dire on va collaborer ensemble. Avant, on disait les familles, ouais, ils nous cassent les pieds, on ne travaille pas avec. Non, il faut toujours se considérer qu'on travaille avec eux, auprès d'eux. Et quand on arrive à faire ça, ben forcément, c'est tout gagné aussi pour l'accompagnement de la personne qui est en situation de handicap. Parce que c'est comme ça qu'on est plus cohérent, qu'on collabore et qu'on arrive à avancer petit à petit, parfois de manière vraiment infime, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, le témoignage suivant va parfaitement compléter votre témoignage. Ne vous cachez pas, Madame Giordano. Venez, Madame Giordano. Madame Giordano, c'est la maman de Daniel et elle est bénévole à APF France Handicap depuis très longtemps. Allez, bonjour à tous. Oui, si vous êtes à l'aise. Alors, vous avez un garçon qui a 54 ans, qui s'appelle Daniel. Oui. Il a le syndrome de Little. C'est ça. Et donc vous vous occupez de lui. Oui. Vous êtes également bénévole à l'association APF France Handicap. Moins maintenant. Moins maintenant, mais pendant de nombreuses années, vous l'avez été. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à ce quotidien, vous me racontiez, qui était difficile, de partager avec d'autres parents au sein de l'association APF France Handicap? Comment dirais-je? Pendant quelques années, nous avions un groupe d'aidants à l'association APF France Handicap. Et maintenant, elle n'existe plus. Nous nous réunissions une fois par mois. Nous avions une dame qui me coachait, une dame clinicienne, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Et après, il se crée des liens d'amitié avec ces personnes. Bon, nous n'étions pas nombreux, mais après, je veux dire, chacun racontait son quotidien à la maison. Et parfois, c'était très difficile et on pleurait même. Mais vous pleuriez ensemble? Ah oui, on entendait des cas qui étaient vraiment plus durs que le mien. Moi, le mien, à côté des autres, est encore léger. Certains sont beaucoup plus difficiles. Voilà. Donc parce que après, on se prenait un petit café, chacun pouvait amener un petit gâteau, quelque chose, et puis voilà. Parce que le handicap, c'est aussi donc de l'isolement. Oui, bien sûr. C'est ça, il y a une partie d'isolement. Ça nous permettait de nous évader un petit peu du quotidien, d'aller un peu ailleurs. Vous voyez, voilà. De pleurer ensemble, c'est mieux parfois que pleurer tout seul. Oui, bon, quelquefois on rigolait aussi, on ne pleurait pas toujours. Voilà. Et donc, vous avez participé donc à de nombreuses activités, et puis vous me parliez de, quand on a échangé toutes les deux, vous me disiez que dans cette situation-là, vous êtes à la fois une maman, oui, un aidant. Il faut rester maman, je suis aidante de mon fils, il me prend beaucoup de temps quand même, malgré que l'handicap n'est pas très très lourd par rapport à certaines personnes, mais c'est quand même un handicap. Je veux dire, par exemple, le soir c'est moi qui le couche, le matin il a un infirmier qui vient le laver, s'occupe un peu de lui, mais le travail il n'est pas tout fait, quoi, hein, voilà. Il y a toujours une surveillance toute la journée, le soir je dis c'est moi qui le couche, j'arrive encore à le coucher. Après, je ne sais même pas comment l'expliquer, c'est toujours une surveillance quand même, hein, voilà. Après, il faut rester maman, je suis aidante, c'est fatigant. Mais je dis femme aussi. Et une épouse, c'est ton mari qui est fatigué aussi. Il faut rester aussi une épouse aussi. Elle est âgée, j'ai aussi un œil sur lui aussi. Voilà, c'est comme ça. Et à côté, j'ai encore un frère qui
commence une Alzheimer et que je m'occupe aussi un peu de lui avec ma soeur, comme si j'en avais pas assez de la maison. Donc vous êtes une super aidante, une super maman C'est la vie. et une super épouse. Oui. Voilà, ben moi je voudrais qu'on applaudisse cette dame, s'il vous plaît. Nous avons fait une noce de diamants cette année avec mon mari. Comment? Nous avons fait une noce de diamants cette année, 60 ans de mariage. On va clôturer maintenant pour laisser un petit peu de temps au docteur Patrick Bensoussan de pouvoir vous dédicacer quelques exemplaires de ses livres. Donc vous avez le stand de la librairie Jean Jaurès qui est juste en haut. Et je vous invite vivement à venir à la rencontre des associations aussi. En haut des escaliers, il y a un stand où vous pouvez rencontrer les bénévoles. Je tiens à remercier le président de l'UDAF, M. Dominique Laporte, qui m'a fait confiance pour l'organisation de cet événement. À l'équipe qui s'est investie pendant plusieurs mois pour que cet événement voit le jour. Maria Boquet de Famille Rurale, Agnès Segala de l'ADAPI, Océane Hall, qui est même venue en tant que témoin aujourd'hui, Dominique Marty de l'UDAF 06, Lucie Naudet et Mathieu Bottin des AFC 06, Colline Isoardi et Olivier Kuberman pour APF France Handicap. Je tiens également à grandement remercier ceux qui sont venus témoigner sur scène, parce que pour la plupart c'était une grande première pour eux aujourd'hui, donc ce n'était pas sans crainte et sans stress pour eux. Donc vraiment je les remercie. Je tiens à remercier également notre partenaire la CAF, qui nous a soutenus pour la communication, la librairie Jean Jaurès, et vraiment un grand merci au docteur Bensoussan d'être venu de Marseille aujourd'hui à Esprit de Famille et d'avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup.